Bienvenue à tous sur le canal de Human Side of Racing, une nouvelle émission consacrée cette fois-ci au métier de team principal qui, avec l'affaire Horner et son licenciement subi, a fait beaucoup parler de soi, mais le métier de team principal a fort évolué dans le temps et avec Pierre, nous allons discuter de ça. On peut en faire un peu l'historique, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est dans l'actualité avec, d'une part, Christian Horner, donc au bout de 20 ans de bons et loyaux services, entre guillemets, et surtout un palmarès impressionnant chez Red Bull Racing. Christian Horner, qui était le plus jeune team principal de sa génération, il a été intronisé, il avait 31 ans à peine. Et puis récemment aussi, Frédéric Vasseur chez Ferrari, qui a un peu vacillé, même si maintenant, semble-t-il, ça s'est stabilisé. Mais c'est vrai que dans les deux cas, on sent une forme quand même de fragilité du poste de team principal par rapport aux origines. Parce que le patron d'écurie au départ, c'était le patron. Et c'était sa propre écurie. Donc du coup, il ne pouvait pas se virer lui-même, bien entendu. Alors on peut remonter à la nuit des temps, puisqu'Enzo Ferrari, par exemple, a commencé en faisant courir des Alfa Romeo, parce qu'il n'était pas d'accord avec l'usine et qu'il finalement il a récupéré le service course d'Alfa Romeo dans les années 30. Alors Ferrari, c'est évidemment un cas particulier dans toute l'histoire de la F1, donc dans les années 50, Ferrari n'a plus vraiment été aux manettes dans le sens où il ne venait plus sur les Grands Prix, il n'était plus présent sur les circuits, depuis la mort de son fils Dino essentiellement. On a tous vu le film Ferrari qui raconte ça très bien. Et donc il avait toujours un œil de Maranello sur place, des directeurs sportifs qui ont circulé. Il y avait un certain turnover, parce que le commentateur était parfois un peu impatient. Jusqu'au moment où il y a eu la succession Ferrari avec Fiat, qui a pris les commandes. Mais Enzo Ferrari avait préparé quand même ça, puisqu'il avait nommé d'abord Luca Di Montezemolo, beaucoup plus jeune encore que Christian Horner, parce que Montezemolo, chez Ferrari, il a été... alors, team principal, ce n'était pas le terme. Chez Ferrari, on dit direttore della gestione sportiva. Absolument. Il avait 24 ans, le marquis de Cordero di Montezemolo. Et puis, dans la foulée, il y a eu Daniele Audetto, issu du rallye également, tout comme Cesare Fiorio par la suite. Mais bon, ça, c'est plutôt dans le maelstrom qui a suivi la mort du commendateur avec les gens de Fiat qui ne comprenaient rien à la course et qui ont nommé des ingénieurs parfois tout à fait à côté de la plaque. Il a fallu que Montezemolo revienne et que lui-même nomme Jean Todt. On parlait de l'école du rallye, un de plus, pour prendre les rênes et pour imposer une méthode de travail, sans jeu de mots. Et c'est vrai que le métier de team principal était passé entre-temps par effectivement les propriétaires d'écurie, les patrons. On se souvient dans l'histoire, les Anglais, John Cooper, Colin Chapman évidemment, génie mécanique, Ken Tyrrell, entrepreneur, mais à un niveau très modeste au départ. Il faisait courir des Mini et puis des Cooper en Formule 3 et puis les Matra F2 avec Jackie Stewart. C'est grâce à Matra qu'il est arrivé en F1 finalement, Tyrrell. Et à la même époque, ou à peu près, entre-temps, Frank Williams, qui était un vendeur de voitures d'occasion, voitures de course, et qui faisait courir les copains, Pierce Courage, etc., jusqu'au jour où il s'associe avec un ingénieur, Patrick Head, pour monter une équipe qui prenait un peu de la bouteille et qui a eu le succès que l'on sait. Et pour finir cette litanie plutôt XXe siècle, il y a évidemment celui qui a fait beaucoup bouger les lignes, c'est Ron Dennis, quand il a repris McLaren, en s'associant avec Mansour Roger, quand même, qui avait déjà mis le pied à l'étrier à Frank Williams auparavant. Ça a donné une autre dimension, s'associer avec Mansour Roger et avec Philip Morris, parce que c'est quand même Marlboro qui a fait McLaren au XXe siècle. Et Ron Dennis, lui, c'est carrément un mécanicien qui a grimpé les échelons, un mécanicien très ambitieux et très brillant, bien entendu. Mécanicien, ce n'est pas du tout péjoratif, parce qu'en F1, je peux vous dire que c'est un métier pointu. Mais voilà, c'est d'abord des personnalités, des hommes qui ont une ambition dévorante malgré tout, et qui ont la passion. Ce sont ce qu'on appelle en anglais des racers, des compétiteurs. Oui, absolument. Et ce métier a évolué avec le temps, parce qu'on a vu
pendant des années, les teams principaux étaient les propriétaires d'écuries. Et on l'a senti très fort avec Christian Horner, pour revenir à l'actualité, c'est que Christian était un employé, un salarié de Red Bull, mais il était fort, envieux, jaloux peut-être même de son copain Toto Wolff qui, lui, a 30% des actions de Mercedes, et il avait vraiment envie d'avoir ces actions, d'être propriétaire de l'écurie, mais malheureusement, pour 1000 raisons, ça n'a pas pu se faire, mais on sent cette tendance à changer. Aujourd'hui, on a des super managers aux manettes, on a des actionnaires qui décident en amont, et les choses ont très fort changé. Aujourd'hui, on l'a vu même, on le voit même chez McLaren, Zak Brown n'est pas propriétaire de l'écurie. Évidemment, ce sont des managers très très bien payés et très bien rémunérés. Il n'est même pas actionnaire, hein, Zak. Alors que Toto, effectivement, Toto Wolff, c'est le premier qui a eu le flair ou les capacités de négociation avec Mercedes pour devenir actionnaire. Et en devenant actionnaire, il devient indéboulonnable en quelque sorte. Hein. Christian Horner ne se serait pas fait virer s'il avait été associé. D'ailleurs, Toto Wolff a l'intelligence de l'admettre parce que chez Mercedes, les résultats ne sont pas ceux escomptés depuis quelques saisons. Et il a dit, si je n'étais pas actionnaire de la boîte, on m'aurait viré depuis longtemps. Et effectivement, c'est un peu comme les entraîneurs de foot, quand ça ne marche pas, on vire l'entraîneur. Et c'est ce qu'on voit en Formule 1 aujourd'hui, c'est que les teams principaux sont sur des sièges éjectables. À peine il y a quelques mauvaises courses et leur position est discutée en tout cas. Par contre, à l'époque, évidemment, ils étaient indéboulonnables parce qu'ils étaient propriétaires. Ils avaient mis leur denier, et souvent d'ailleurs, c'est pas comme aujourd'hui où les écuries sont florissantes. À l'époque, elles étaient toutes au bord de la faillite parce que c'était pas un money-making business et c'était souvent Ecclestone qui les sauvait. Oui, quand ça l'arrangeait. Et le bon exemple là-dedans, parce qu'on parlait d'Horner qui au départ voulait devenir en réalité propriétaire d'un team de F1 d'entrée de jeu, comme il était chez Arden en Formule 3000. Il négociait avec Eddie Jordan pour reprendre l'équipe d'Eddie Jordan. Parce qu'Eddie Jordan est le dernier des Mohicans, quelque part, ou des survivants du XXe siècle, qui avait créé son équipe au départ d'un team de Formule 3 ou de Formule 3000. Avec un certain succès, même s'il était passé par le châle d'aiguille quelquefois, with a little help from Mr. E, en effet. Et puis, le problème, c'est que le modèle économique aussi, enfin la pression économique, a fait que ces gens-là, Jordan est un bon exemple, il n'a pas réussi à maintenir le navire à flot au point qu'il ait dû lâcher le team. Alors, Horner a raté le train Jordan à l'époque, et donc il a été recruté par Red Bull parce qu'il avait cette connexion avec Helmut Marko et que bien leur en a pris. Hein. Ils avaient besoin d'un Anglais à Milton Keynes pour tenir la boutique. Et c'est vrai que par rapport à l'époque actuelle où maintenant effectivement les teams principal et pas principaux, parce que bon, hein, ouais, on parle anglais ou français, les patrons d'écurie, si tu préfères, sont devenus des fusibles, parce qu'ils ne sont plus vraiment les patrons, hein, il y a des actionnaires au-dessus d'eux, ils ont des comptes à rendre. Et ça change la donne, évidemment, complètement. On le voit avec le fait qu'Horner est sauté, on le voit avec Vasseur, hein, qui est mis sur comment dirais-je, un peu au purgatoire chez Ferrari, même si je pense qu'ils n'ont pas vraiment d'alternative. En l'occurrence, Horner chez Ferrari, moi je ne le sens pas, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, pas du tout. Horner va revenir, mais dans quelle capacité et quand, c'est une autre histoire. Oui, et puis, bon, parlons d'un cas spécial, hein, parce que moi je pense à Flavio Briatore, qui, lui, venait pas du tout du milieu de la course automobile, qui ne connaissait rien à la course et qui a été parachuté par Benetton pour manager l'écurie de Formule 1, qui a très bien réussi. Puis après, on a vu les scandales, etc. Et puis qui revient chez Alpine maintenant, alors qu'il n'a pas le titre de team principal, mais il fait fonction de team principal parce que c'est lui qui a tout à dire. Il y a trop de casseroles dans son sillage, disons. Et donc son parcours est quand même assez atypique, hein, parce que Briatore, il est et charismatique et suprêmement intelligent. Il sait mener sa barque, mais c'est un grand filou. On a vu les scandales
de tricherie du temps de Schumacher. Puis on a vu évidemment le scandale de Singapour avec le petit Piquet qui a été forcé, où on lui a donné l'idée de se mettre dans le mur pour faire gagner Alonso. Donc que ce type sulfureux revienne chez Alpine, ce n'est pas commun, évidemment, mais il ne laisse personne indifférent, Flavio. Non, ce qui est significatif, c'est que Renault n'avait pas d'autre choix, n'avait pas en interne une personnalité suffisante pour prendre en charge. Alors, il y a eu des Vasseur ou des Cyril Abitboul, etc. Ils sont partis en courant parce que voilà, Renault, le poids de ces grosses boîtes dans des teams de F1, ça n'a jamais fonctionné, jamais, il n'y a pas d'exemple. Et donc, voilà, je souhaite bonne chance à Audi, par exemple, même si Audi, pour l'instant, a plutôt décidé de faire confiance à des hommes de la course, des hommes de terrain, Mattia Binotto ou Jonathan Wilté. C'est vrai aussi que dans ce profil de team principal, on a eu un cas un peu hors norme avec Flavio Briatore, il y en a eu d'autres. Hein. Craig Pollock, le moniteur de ski de Jacques Villeneuve, Vijay Mallya, le milliardaire indien. Alors, la différence, c'est qu'un Briatore ou un Pollock n'étaient pas vraiment passionnés par le sport automobile. Ce n'était pas vraiment leur truc. Ils sont arrivés un peu par effraction. Mallya, c'est un milliardaire, mais passionné. Et donc, il est devenu millionnaire grâce à la F1, mais il a commencé milliardaire. Donc, voilà. Oui, il y en a eu d'autres, Pierre. Hein, comme moi, je pense à Walter Wolf, qui est arrivé en F1. Lui était passionné, et puis il avait pris les bonnes décisions en créant sa propre marque, hein, donc Wolf Racing, avec d'excellents ingénieurs à l'époque, hein, Harvey Postlewaite, et ils avaient réussi le miracle de remporter leur première course en Argentine avec Johnny Scheckter en 77. Donc c'est un success story, bien que Walter Wolf n'a pas tenu vraiment très longtemps dans le sérail de la Formule 1. Et qu'il était déjà présent avant 77 en tant que partenaire ou associé de Frank Williams notamment. Alors c'est vrai que voilà, d'un Wolf à l'autre, oui. on passe à une autre catégorie, c'est-à-dire plutôt des investisseurs, des hommes d'affaires, des gens du business. Toto, c'est déjà le cas, il vient de la finance, même s'il aime la course, il a été lui-même un pilote amateur. C'est le cas également de Zak Brown chez McLaren, parce que Zak, c'est un king du marketing. Il était présent à F1 depuis de longues années avec des deals de sponsoring auprès de plusieurs écuries. Et finalement, chez McLaren, l'occasion s'est présentée. On était un peu en panne d'un leader et le directoire de McLaren a eu l'intelligence de confier la mission à Zak Brown. Et on constate aussi par la suite que ces gens-là ont l'intelligence de s'entourer comme il faut. Et donc on a de plus en plus maintenant des binômes, ou en tout cas le team principal se fait associer à un ingénieur ou à un manager. Alors parfois on se répartit les rôles, hein, CEO d'un côté, team principal de l'autre. Les titres ne veulent pas dire grand-chose, mais Zak a lui-même nommé Andrea Stella, et on voit le résultat aujourd'hui chez McLaren. Et donc la génération maintenant des ingénieurs qui prennent le pouvoir, entre guillemets, en tout cas le pouvoir sportif de la gestion du team, il y en a de plus en plus. Hein. Stella, c'est un cas, mais on peut parler... Alors, bon, Vasseur, c'est aussi un ingénieur au départ, même si c'est un entrepreneur de la James course. Vols, chez Williams, absolument. Chez Dorliton, ils ont racheté Williams à Claire Williams, alors que Williams était au bord de la faillite. Magnifique investissement pour Dorliton, parce qu'aujourd'hui, l'écurie vaut 800 millions ou plus. Enfin, ils ne sont pas prêts à vendre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont engagé James Wolf, qui est un excellent ingénieur, un homme à Toto Wolff d'ailleurs, qui fait un boulot magnifique et qui reconstruit l'écurie. Aujourd'hui, Williams est sur les rails avec 2 excellents pilotes et des résultats qui s'améliorent. C'est aussi un manager, c'est aussi un visionnaire, hein, oui. James, c'est pas seulement un ingénieur. Et donc c'est ça qui fait la force de ce genre de personnalité. On peut citer alors, dans les plus récents, c'est évidemment notre ami Laurent Mekies, hein, qui est maintenant team principal de Red Bull Racing, qui est quand même un des top teams en F1. Et le parcours de Laurent, c'est vraiment l'ingénieur depuis la sortie de l'université et qui a fait toutes les étapes en passant par des petites écuries, par Ferrari, par la FIA, et finalement se retrouve propulsé, parce que c'est un peu ça, à la tête de Red Bull. Alors oui, effectivement, alors on voit à nouveau, hein, donc, des ingénieurs à la tête, un team principal
etc. Seulement, certains ont des velléités de s'occuper de l'aspect commercial de leur écurie. Et là, ça ne marche pas toujours parce que, bon, on a parlé de Zach Brown qui était team principal et dans le fond, ce rôle était peut-être un peu trop compliqué pour lui. Et depuis qu'il a donné ce rôle à Andrea Stella et que lui s'occupe du commerce, ça marche à fond. Et de la diversification, parce que McLaren maintenant est présent sur tous les terrains. Ils vont arriver au Mans d'ailleurs, voilà, etc. Alors que ils gagnent en IndyCar, enfin, c'est vraiment une réussite. Et là, ça réussit très bien. Alors que Christian Horner, ce qu'on lui a reproché, c'est que pas seulement il voulait devenir actionnaire, mais il voulait s'occuper du côté commercial, du côté sportif, il voulait tout faire. Et là, ça a commencé à grincer, à ne plus tourner rond chez Red Bull. Et donc, éviction, quid de Christian Horner. On verra, il va revenir. Je ne m'en fais pas pour lui, c'est un garçon d'abord brillantissime, qui a maintenant une immense expérience, qui a un palmarès et qui est un passionné. Donc il a tout pour revenir dans les meilleures conditions, on verra. Mais il faut quand même souligner que la F1 rend fou. Et que donc Horner est un bon exemple, parce que quelque part, il a sauté parce qu'il a voulu trop en faire, trop contrôler, trop de pouvoir. Parce que, voilà, quand ça réussit, quand ça marche, on en veut toujours plus. Toujours plus. Et la réussite, le côté, il y a quand même beaucoup d'ego en F1, mais chez Christian, on peut parler même d'une forme de mégalomanie galopante. Et c'est ce qui l'a un peu tué, en dehors forcément on parlait des casseroles de Flavio. C'est vrai que Christian, il n'aurait pas eu l'histoire avec sa collaboratrice l'an dernier, il serait peut-être toujours en place, parce que ça a vraiment plombé l'ambiance chez Red Bull, sa réputation. Et puis, ça a provoqué cette fuite de cerveau, Adrian Newey et puis Jonathan Whitley, puisque maintenant, on recrute aussi le team principal, ou ce rôle-là, parmi même des mécaniciens. On a parlé de Ron Dennis, qui avait montré la voie, mais on peut parler de Jonathan Whitley chez Sauber, ou Audi maintenant, Alan Perman, qui a été promu chez Racing Bulls par la montée de Laurent Mekies, Steve Nielsen, par exemple, qui est faisant fonction à Enstone pendant que Flavio est en Sardaigne avec ses amis milliardaires, parce qu'il faut quand même faire tourner la boutique tous les jours de l'année, et même du mois d'août, malgré la trêve estivale. Donc c'est intéressant de voir l'évolution de ces profils, et peut-être que la guerre des égos, comme on a pu la voir parfois entre Toto Wolff et Horner, ou voilà, ou même avec Zach, on se rend compte que quand on prend des techniciens, des ingénieurs, ou des super mécaniciens, puisque des gens comme Whitley ou Perman, ce n'est pas des garagistes, ben là, on revient aux racines de la course, et il y a une forme de pragmatisme, et on est plus dans une forme de bon sens, et on n'est plus dans la folie des grandeurs que certains essaient à tout prix de suivre. Voilà, je crois qu'on a fait bien le tour de la question. J'espère qu'on vous a passionné. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. D'autres émissions vont suivre, évidemment. On se fera un plaisir de débattre de sujets divers et variés, mais toujours liés à notre passion et à l'histoire de la course. À très bientôt. On espère vous retrouver. À la prochaine.